Ziguinchor, monsieur le maire, pourquoi dans certains quartiers de la ville, voilà, ces quartiers peinent à vraiment contenir les eaux de pluie aujourd'hui? On sait qu'on est en hivernage. Oui, je voulais d'abord remercier le groupe Futur Média le groupe Médias du Sud. Média du Sud de m'avoir invité, même si c'est très matinal. Donc je vous remercie. Je pense que c'est la troisième fois que je viens dans vos locaux. Je voulais vous féliciter pour le travail que vous faites au profit des populations. Ceci dit, c'est vrai que beaucoup de quartiers sont sous les eaux. D'abord, cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que cette année, nous avons accueilli beaucoup d'eau. On est presque à la mi-août et que déjà la quantité d'eau que nous avons reçue à Ziguinchor avoisine les 1000 millimètres. Alors à la même période l'année dernière, on était à peu près à 300. Donc, ce qui fait qu'il y a un surplus de près de 700 millimètres qui sont tombés dans Ziguinchor. Mais le facteur le plus déterminant, c'est que notre ville n'est pas dotée d'un réseau d'assainissement adéquat. Donc, c'est vrai qu'il y a des canalisations dans les nouvelles réalisations que nous avons faites, dans les nouvelles routes qui sont construites. Mais de façon générale, il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas encore dans le réseau d'assainissement. Ce qui fait que dès qu'il pleut un certain nombre de précipitations, ces quartiers-là se retrouvent sous les eaux. Et ils sont nombreux, ils sont situés dans la périphérie. Vous savez qu'à partir de 2009, nous avions lancé le plan directeur d'assainissement des Ziguinchor, qui comportait un volet eau usée, qui est déjà en cours d'exécution. Mais il y a aussi le volet fluvial, les eaux fluviales. Donc ce volet-là, malheureusement, n'a pas encore eu un début d'exécution. Et ce qui fait que les canalisations ne sont pas interconnectées. Il y a des difficultés. D'abord aussi, il y a des canalisations qui sont très étroites. Donc beaucoup de problèmes qui font que souvent certains quartiers sont sous les eaux. Et il y a aussi le facteur que beaucoup de personnes habitent dans les bas-fonds, dans les zones non notificandi. C'est souvent des rizières. Nous, quand on était jeunes, dans certains quartiers ici, c'était encore les rizières. Donc beaucoup de gens habitent dans ces zones-là, alors que le système d'assainissement n'avait pas suivi. Mais j'ai l'habitude de le rappeler. L'assainissement, parce que nous, en tant qu'élus locaux, en tant que maire, nous avons 9 compétences transférées. C'est-à-dire que l'État nous dit que ces compétences ça dépendent de vous les maires. Le reste, ça dépasse vos capacités. C'est nous, État, qui nous en occupons. Alors, quelles sont ces compétences, si on peut les savoir? Donc, entre autres, il y a la santé, l'éducation, la jeunesse et le sport, les actions sociales, l'environnement, l'agriculture. Toutes ces compétences-là dépendent des maires et qui sont, bien entendu, on nous affecte ce qu'on appelle les fonds de dotation. Ce sont ces fonds de dotation qui ne sont pas une grosse somme d'argent, qui sont à peu près... Nous recevons depuis quelques années autour de 100 millions que nous distribuons aux services étatiques qui sont ici, à la santé, au niveau du ministère, aux écoles. Nous donnons aussi à l'action sociale, à la jeunesse et au sport et à un certain nombre de services qui sont bien entendu compris dans cette liste des compétences transférées. Mais l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Quand il y a des inondations à Dakar, on ne parle jamais du maire de Dakar, parce que les Dakarois savent que l'assainissement est une compétence de l'État. Quand il y a eu des inondations à Touba, personne n'a entendu parler du maire de Touba, parce que tout le monde sait que l'assainissement, c'est l'État du Sénégal. Parce que le plan directeur d'assainissement qui a été conçu entre 2009 et 2011, c'était pour 50 milliards. La ville des Ziguinchor n'a pas 50 milliards pour exécuter ce plan. C'est un plan qui doit être exécuté par l'Office national d'assainissement. Ce matin, à Ziguinchor. Alors, monsieur le maire, vous l'avez dit, les compétences que vous avez citées, l'assainissement, j'ose dire que vous avez une part de responsabilité sur la question de l'assainissement compétence. Est-ce que l'assainissement n'est pas une compétence partagée entre vous et l'État? Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle les compétences générales, c'est-à-dire les collectivités locales doivent intervenir sur ce qu'on appelle dans le cadre des compétences générales. Mais l'assainissement en tant que tel, nous, ce qui nous comme les municipalités, généralement, c'est le drainage des eaux. En tout cas, non pas des eaux usées. Les eaux usées, c'est une compétence exclusive de l'ONAS. Donc, par conséquent, nous, ce qui nous incombe, c'est de faire de telle sorte que
les canaux soient curés, que le système de drainage soit fonctionnel. Ça ressort de notre compétence. Mais ce qu'on constate, c'est que nous avons toujours curé les canaux. Les canaux. Il faut le dire qu'il y a un retard très souvent par rapport à l'opération du curage des caniveaux. On attend jusqu'à la veille de la pluie pour curer les caniveaux. Et des fois, on cure les caniveaux et les déchets sont livrés à côté des caniveaux. Dès que la pluie retombe, ces mêmes déchets retournent dans les caniveaux. Non, mais ça se faisait les années d'avant. Mais je pense que depuis 2 ans, on a quand même pris les devants pour essayer, à partir du mois de mai, de curer. J'avais demandé d'ailleurs qu'on fasse une opération de pré-curage cette année au mois d'avril et puis de faire une deuxième opération au mois de juin. Malheureusement, avec la maladie, ça n'a pas pu se faire. Et donc, on a fait un seul curage. C'est vrai que les années d'avant, les entreprises qui sont... Malheureusement, on n'a pas d'entreprises aussi qui sont dotées de matériel adéquat pour faire le curage au niveau de Ziguinchor. Donc, celles qui curaient, généralement, ils prenaient les poubelles qui sont sorties des caniveaux. Ça aussi, c'est la responsabilité des populations parce qu'ils prennent les poubelles et les jettent dans les caniveaux. C'est parce que, d'une part, ces populations n'ont pas atteint le ramassage des non, c'est pas toujours vrai. Mais je continue. Donc, généralement, ils le mettaient juste à côté là où ils curaient. Donc, dès les premières pluies, ces saletés revenaient dans le canal. Mais je pense que cette année, quand même, nous avons tenu à ce que ces ordures soient ramassées. Et je pense que dans la plupart des quartiers où cela a été, vous constaterez que ces ordures, après, c'est vrai que ça a resté enregistré à Ziguinchor pendant un certain temps, mais après, nous les avons tous ramassés et évacués. Je pense que de façon générale, le problème des ordures sera peut-être minimisé dans les mois qui viennent. Parce que nous sommes en train de mettre en place un plan de ramassage et puis nous serons aussi dotés de matériel comme des poubelles pour évacuer correctement les ordures. Alors, ma question est la suivante. Où se trouve le blocage en fait dans cette question de l'assainissement à Ziguinchor? D'autres nous parlent de manque de caniveaux, d'autres nous disent que voilà, c'est parce que certains ont construit sur des zones où on ne devrait pas construire parce que voilà, c'est des zones où on a dormi, et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est quoi? C'est le matériel, c'est le lotissement, c'est des voies qui ne sont pas dégagées tout à fait pour... Alors, le problème, il est de trois ordres. Le premier, je vous ai tantôt dit que quand je suis arrivé à la mairie en 2009, il n'y avait pas de plan directeur d'assainissement. C'est-à-dire que les personnes construisaient n'importe comment et il n'y avait pas une étude qui disait que les canalisations devaient passer ici. Et donc, depuis 2009 à 2011, nous avons stabilisé un plan directeur d'assainissement qui concerne Ziguinchor, le Ziguinchor actuel, mais aussi les grands Ziguinchor. C'est-à-dire nous prévoyons qu'il y aura une extension de la ville et ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Et donc ça, c'est l'inexistence d'un plan directeur dès le départ, ça a déjà faussé le problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez raison. La plupart des canalisations sont de petite taille ou sont inexistantes. Ou alors, ce sont des canalisations sommaires et primaires qui, quelquefois, s'effondrent quand il y a beaucoup d'eau. Donc ça c'est un problème. Mais le troisième problème aussi, c'est l'habitat. Beaucoup sont venus, je l'ai dit tantôt, je pense que si vous m'avez bien écouté, j'avais dit que beaucoup de quartiers se retrouvent dans les bas-fonds. Par exemple, le cas de Boulodi. Moi, je suis de Santiaba ici. Donc quand on était jeunes, on était, même à Santiaba rural en particulier, quand on était jeunes, Boulodi et Kumbaye, c'est tous ces personnes qui ont été le plus durement frappées par les dernières inondations. Ce sont des cabanes de pêcheurs qui étaient là. Donc c'est pratiquement à côté du canal que ces gens-là habitent. Donc ce sont les zones fatalement où il y a de l'eau, qu'on puisse croire qu'on puisse faire. Mais de façon générale, l'assainissement, et de plus en plus nous allons aller vers des catastrophes naturelles. C'est dû au réchauffement climatique, c'est dû au changement climatique. Vous voyez que dans les pays où il y a le plus grand nombre d'assainissements, il y a des inondations. Donc ce sont des phénomènes avec lesquels nous devons vivre, mais c'est vrai qu'il y a un minimum de précautions que nous devons prendre et il y a le minimum d'ouvrages aussi qui doivent exister pour que les populations soient soulagées. Il faut rappeler qu'on a des questions des internautes qu'on va vous faire part après au cours de cette émission. Eva, alors, où en êtes-vous avec ces projets qu'on a quand même connus, des projets de gestion des eaux usées, des déchets solides? Où en êtes-vous avec ces projets? Alors, les projets, on est très très bien avancé. Pour ce qui concerne le projet de ce qu'on appelle
parce qu'il y avait trois composantes. Nous sommes avec l'ONUDI, le PRODEMUD, qui est un projet qui est logé au niveau du ministère de l'Environnement. Donc nous avions, nous étions en compétition avec plusieurs villes du Sénégal et au finish Ziguinchor et la ville de Tivaouane ont été sélectionnés. Et donc dans ce projet, il y avait 3 volets. D'abord, il y avait le volet qui concernait les déchets dangereux, les déchets biomédicaux. Donc ce volet-là aujourd'hui est totalement bouclé. Okay. Donc nous avons construit avec le PRODEMUD, l'ONUDI et le Fonds mondial de l'environnement un centre de traitement pour ceux qui concernent les ordures, les déchets biomédicaux. Donc ce centre est implanté. C'est vrai que nous avions des problèmes de place. On aurait dû l'implanter ailleurs parce que c'est un centre qui est un centre municipal. Donc nous l'avons installé à l'hôpital régional. Et donc normalement le 22 de ce mois, ce centre devait être inauguré. Maintenant, le deuxième volet, ce sont les déchets plastiques. Là aussi, nous avons le financement déjà bouclé. Nous avions dans un premier temps choisi de le faire à Diabir. Après, le site qui avait été choisi était chaotique, il faisait l'objet d'inondation. Donc nous avons changé d'option. Et finalement, nous avons décidé de jumeler cela, le centre de traitement des déchets plastiques, avec celui des déchets ménagers. Et donc, la mairie de Enampor, avec laquelle nous sommes en intercommunalité, a bien voulu nous mettre à notre disposition, il y a cela 3 jours, à l'occasion d'un conseil municipal, un terrain de 2 hectares. Et dans ce terrain va être érigé bientôt le centre de traitement des déchets plastiques, mais aussi le centre de traitement des déchets ménagers. Donc, ce qui bouclera la boucle, parce que nous avons déjà construit, nous, en ce qui nous concerne, le centre de traitement des bouts de vidange. Donc si vous allez dans les rizières de Boudodi, vous vous rendrez compte que notre centre est terminé. Mais comme il y avait une nécessaire interconnexion entre ce que nous faisions, parce que l'assainissement est un tout, il y avait d'abord, je vous ai rendu compte que l'ONAS a creusé beaucoup de canalisations dans certains quartiers comme celui de Santiago dans lequel nous sommes, Boucotte, Escale. Escale peut-être pas parce il y avait un conflit avec la Géroute parce qu'on ne voulait pas aussi détruire les routes qui ont été construites. Donc cela allait amener une interconnexion des 3 ouvrages parce que l'ONAS est en train de construire ce qu'on appelle des stations de pompage qui dans le plan directeur d'assainissement doit être à Goumel, le deuxième ici à Santiago et le troisième qui est déjà construit à côté du Kadianoumai. Donc ce centre, ces 3 stations de pompage doivent être interconnectées avec la station d'épuration qui va être construite et dont les travaux d'air ont démarré plus ou moins au niveau des rizières de Boudodi. Donc ce centre, cette station de pompage, cette station de bout de vidange que nous avons construite et la station d'épuration devaient être interconnectées. Donc c'est le fait du retard de l'ONAS dans la construction de la station d'épuration qui fait que la station de bout de vidange ne fonctionne pas. Mais nous, en ce qui nous concerne, avec la Banque africaine de développement qui nous avait financé à hauteur de 1 milliard, ce centre est totalement exécuté et il est bien visible à Boudodi. Alors voilà, monsieur le maire, nous restons à Boudodi. On sait que quand il pleut, c'est vraiment infernal, c'est très difficile d'y accéder. Boudodi n'est pas loin de centre-ville. Centre-ville, d'accord, mais non loin du fleuve, j'ose dire, je ne sais pas. Okay. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de faire des canalisations, refaire des canalisations à Ziguinchor, tel qu'à Boudodi par exemple? Oui, je vous ai dit, nous sommes en train d'exécuter un plan directeur d'assainissement. C'est vrai que Boudodi c'est à côté, mais le problème de Boudodi c'est d'abord les eaux usées. Quand vous allez d'ailleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile d'accès parce que il y a eu beaucoup de canalisation. L'entreprise qui est en train d'exécuter en fait le volet eaux usées a fait beaucoup de dégâts à Boudodi. Donc ce qui fait que c'est difficile d'accès. Qui plus est aussi la route était dans un état chaotique parce que d'autant plus elle est devenue de plus chaotique parce que l'entreprise aussi a creusé partout. Mais cela c'est parce que l'entreprise est au bout des travaux. Donc ils sont en train de mettre les grosses canalisations, de gros tuyaux qui permettront d'évacuer cette eau
vers la station dont je venais de parler, la station d'opération qui se trouve dans les rivières. Donc on considère que d'ici le mois de novembre, tout cela sera interconnecté. Et nous-mêmes, j'ai souvent interpellé la Géroute pour que, juste après les travaux, nous puissions faire de la voirie au niveau de Boulodi. C'est-à-dire interconnecter la route qui se trouve qui est autour de la chambre de commerce jusqu'au fin de Boulodi. Mais aussi, comme vous savez qu'il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train d'être érigés au niveau du quai de pêche. Donc là aussi, l'ANAM avait demandé à ce que la route qui borde le fleuve soit refaite. Et nous-mêmes, en tant que maire, en tant que mairie, nous avons un grand projet au niveau des berges de Boulodi, un projet qui s'appelle Zig Rivera, dont les financements aussi sont déjà disponibles et en principe les travaux devraient commencer au mois d'octobre. Donc nous considérons que nous allons embellir l'environnement de Boulodi dans les mois qui viennent. Est-ce à dire que nous sommes face à une équation, une nouvelle équation, je l'ai dit, les inondations, et des solutions dans l'urgence sont donc mises en exergue pour véritablement venir au sauver de ces populations qui sont jusque-là dans ces eaux? Oui, vous savez que je vais lancer un cri de détresse et que cela a été entendu. Tout de suite après, j'ai l'appel du ministre chargé de l'eau et de l'assainissement, M. Céline Badiab, que je tiens à remercier. Qui tout de suite, c'est vrai qu'ils étaient confrontés à une difficulté liée à la passation des marchés. Parce que chaque année, ils lancent un marché de près d'1 milliard, de 700 millions, pour prendre une entreprise qui est déployée généralement dans les grandes villes, pour essayer de les assister à manger un lot. Il se trouvait que pour cette année, il y avait un blocage, en fait. Il y a en tout cas des manquements qui font que la DCMP avait bloqué le marché. Donc, ils n'avaient pas pu exécuter ce marché. Ils n'ont pas pu l'exécuter jusqu'à maintenant. Donc, devant l'urgence, donc, il m'a sollicité, il m'a demandé si on pouvait trouver sur place une entreprise qui pouvait nous mettre à notre disposition, ne serait-ce qu'un certain temps, des engins lourds. Donc, ce que nous avons fait. Donc, la CSEDR qui est en train de travailler sur place dans le cadre de la responsabilité, parce que j'entretiens aussi des relations amicales avec le PDG de CSE, donc ils nous ont mis une machine à disposition. Nous avons loué une autre avec l'appui du ministère de l'Assainissement. Et puis, nous avons aussi mis à disposition les moyens de l'UCG. Donc, tout cela nous permet aujourd'hui d'exécuter des travaux qui sont en cours. Si vous allez à Colobane, où il y avait beaucoup de difficultés, je pense que le canal a été élargi depuis 3 jours. Nous avons aussi, il l'avait fait au niveau de Jean Candé, parce que là aussi, il y avait beaucoup de difficultés. Hier, nous étions à Némadeur. Nous l'avons fait au niveau du marché Guana de Boucotte et puis tout le canal qui longe et qui va jusqu'à Belfort-Crapaud. Et donc depuis hier, nous sommes dans la zone de Candé, de Némadeur, mais aussi nous allons venir à Goumel, à Santiago-Rural. Et tous les points qui ont été identifiés par le CDD, le comité départemental de développement, qui est présidé par le préfet. Donc tous ces points vont faire l'objet de traitement. Et l'ONAS, le directeur général de l'ONAS m'a entendu, m'a dit que monsieur le maire, vous avez tout à fait raison. Et nous allons mettre à votre disposition le temps de l'hivernage pendant 3 mois, des camions hydrocureurs. Donc deux sont disponibles déjà à Ziguinchor, qui vont nous permettre de pomper. Là, partout il y aura vraiment de grosses stagnations d'eau. Nous allons essayer de pomper avec ces camions, mais aussi ils mettront à notre disposition un hydrocureur qui nous permettra de curer les sous-ponts. Parce que généralement les gens ont des difficultés pour entrer dans les sous-ponts, pour enlever les chiffons, tout ce qui bouche la circulation de l'eau. Parce qu'il y a des canaux où il y a des caïmans, donc les gens ont peur de rentrer les Djedikounda et les autres. Voilà, donc question des internautes. Il y a Eladju Kamara qui dit: combien prévoyez-vous dans le budget de la commune pour faire face à la question de l'assainissement? Le budget, je vous ai dit que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Donc ce que nous prévoyons, c'est, nous mettons toujours dans le budget ce qu'on dit, ce qui nous permet de curer les caniveaux. Donc nous contractons avec les entreprises. Généralement, c'est une prévision qui ne dépasse pas les 50 millions, c'est parce que c'est pour faire le curage des caniveaux existants. Sinon, nous avons aussi, si on rattache ce qu'on appelle les déchets ménagers à l'évacuation de déchets, quelquefois il y a des gens qui font la confusion aussi et qui pensent que ça relève de l'assainissement. C'est vrai que c'est une enveloppe beaucoup plus consistante qui tourne autour de 150 millions qui nous permet de ramasser les ordures.
parce que cette fois-ci, nous avons décidé avec l'UCG, qui dépend du ministère de l'urbanisme et du cadre de vie. Donc avec l'UCG, nous avons décidé d'internaliser le travail. Donc nous avons nous-mêmes nos main-d'œuvre. Nous avons acquis des camions grâce à la coopération décentralisée avec une ville espagnole. Et donc avec les camions de l'UCG, nous allons nous partager les tâches. Bien entendu, dans notre enveloppe, elle tourne autour de 150 millions. Mais de façon générale, pour les gros travaux, elles sont hors de portée des mairies. Cela dépend généralement de l'Office national d'assainissement. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est prévu pour le plan directeur d'assainissement va au-delà de 50 milliards. Et donc cela, c'est l'État du Sénégal qui doit le faire. Une autre question d'un internaute qui se pose, qui vous demande, monsieur le maire, est-ce à dire que fini le calvaire de la mairie en ce qui concerne la décharge finale, un véritable problème pour Ziguinchor? Ah oui, ça, cet internaute a parfaitement raison, parce que c'est vrai que chaque fois, pourquoi il y a un entassement des ordures, c'est parce que de temps en temps, ceux qui nous prêtent, parce qu'on n'a pas un espace pour jeter nos ordures, ceux qui nous prêtent leur espace, de temps en temps, ferment. Et donc, il faut renégocier, parce que chaque mois, il faut payer. Il y a des conditions d'hygiène aussi, parce que le service d'hygiène est là, le service de l'environnement. Donc, de temps en temps, ces décharges sont fermées. Mais si nous arrivons, nous, avec le Prodemud, à construire ce centre de traitement, non seulement ça va créer des emplois, mais aussi ce sera fini pour ce qui concerne les tracasseries autour des décharges. Et cela sera beaucoup plus écologique parce que les déchets seront traités, ils seront valorisés. Et donc c'est vrai que ça permettra de mettre fin à ce calvaire-là. Et puis il y a Marsadio qui dit que j'ai fait 11 ans à Goumel. On n'a jamais eu d'inondation, mais c'est avec la construction des 2 stations de boulangerie et la nouvelle route que nous rencontrons, qu'ils ont commencé à rencontrer ces difficultés qu'il veut dire. Goumel, moi je suis de Saint-Yaba, donc je connais bien le problème de Goumel. Goumel, je pense qu'ils ont toujours été dans c'était des rizières là-bas. Quand nous on était jeunes, on allait se baigner à ce qu'on appelle la poudrière, c'est tout à fait derrière. Goumel a toujours été inondé, peut-être que c'est un peu exagéré. C'est vrai que les problèmes sont devenus beaucoup plus criards, comme il a dit, avec la construction. Mais la route, il fallait qu'elle soit construite. Moi, eux-mêmes, les habitants de Goumel, combien de fois ils ont fait des marches pour réclamer cette route? Et maintenant que la route existe, d'autres problèmes se posent, bien entendu. C'est vrai que de façon générale, je pense qu'il faut qu'on prenne à bras le corps le problème de Goumel. Nous sommes en train de travailler, je pense qu'ils ont dû, s'ils se renseignent auprès du délégué de quartier, ils sauront que nous sommes en train de travailler avec la communauté d'agglomération d'Actes de Méditerranée, qui veut nous aider pour assainir et surtout mettre un réseau de drainage des eaux fluviales au niveau de Goumel, au niveau de Belfort, mais aussi au niveau de Kadior. Certains quartiers qui sont vraiment dans les bas-fonds. Et cela, ça a été retardé parce qu'en France, il y avait des élections municipales. Et puis ensuite, il y a eu le coronavirus. On pense que d'ici le mois de décembre, on pourra trouver une solution et qu'on mettra de la canalisation pour évacuer les eaux. C'est vrai qu'aussi, cette station a causé beaucoup de problèmes, ça c'est vrai, depuis qu'elle est là. Mais je pense que dans le cadre des études que nous sommes en train de mener, on pourra trouver une solution pour essayer de minimiser les désagréments au niveau de Goumel. Autre question, il se demande qu'est-ce qui justifie votre changement de discours à l'espace de 72 heures. Vous aviez dit sur ZMS que l'assainissement est une compétence de l'État et 72 heures après, vous êtes revenu dans un autre média pour dire que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Donc dites-nous réellement quel est le type de compétence et l'assainissement. Je pense que lui doit être sourd parce que moi, en tant que juriste, je ne peux pas tenir des discours comme ça et que je ne veux pas dire des idioties pareilles. L'assainissement, tout le monde sait que c'est une compétence transférée. Ce n'est pas une compétence transférée, c'est une compétence de l'État du Sénégal. Ce qui est une compétence transférée, je sais qui sont les 9 domaines de compétences transférées, je l'invite à aller lire le Code général des collectivités territoriales. Je pense qu'il saura que l'assainissement ne fait pas partie de cela. Et par conséquent, ce que j'ai dit, c'est que nous devons veiller à ce que les eaux privates soient drainées et que nous devons faire de telle sorte que les canalisations soient curées. Et si avec nos maigres moyens aussi, nous sommes
appelés à faire de telle sorte qu'il y ait des canalisations pour drainer les eaux, c'est le drainage des eaux, les eaux de pluie, qui sont les compétences. Mais maintenant, ce qu'on appelle la compétence générale des collectivités locales, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas aussi être là, et que les populations souffrent et qu'on dise que ça dépend de l'État. Si on a les moyens de le faire, même si c'est des moyens modestes, on essaie d'intervenir pour soulager les populations. Ce qui explique justement votre récente intervention. C'était où? Le curage que vous avez mené tout récemment. Oui, absolument, oui. Ouais, même les ordures. Mais à Dakar, c'est pas la mairie qui évacue les ordures. Mais c'est parce que nous sommes une collectivité, on est obligé d'intervenir pour. Mais dans le code qui concerne le ramassage des ordures, il y a même un débat. Le maire de Dakar voulait que ce soit lui qui gère les ordures, mais l'État a dit que cela dépendait d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis des programmes. Il y a l'UCG, le ministère qui est chargé du cadre de vie, est en train de déployer beaucoup de moyens. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Donc la mairie, dans le cadre de ses compétences générales, et puis la mairie et l'État, généralement, c'est un tout. Donc parce qu'il faut que nous tous nous intervenions pour que les populations soient mises dans de bonnes conditions. Alors vous avez effectué des visites dans quelques points de chute dont vous menez déjà des travaux. Quelle est la durée de ces travaux? Alors la durée de ces travaux, normalement c'est une semaine. Mais après nous allons faire un contrat avec 2 ou 3 prestataires pour nous surveiller. Parce qu'il faut surveiller. Parce que cette année, j'ai dit déjà qu'il y a un cumul de près de 1000 mm alors que nous sommes en mi-août. Et tout le monde sait que les grosses pluies, c'est généralement fin août, début septembre. Et donc nous attendons au pire. C'est pour ça que nous avons, d'abord, il y a les sapeurs-pompiers qui sont dotés de motopompes, que nous-mêmes nous avions acquis il y a 3 ans, au niveau de la mairie. Ensuite, il y a ces 2 camions hydrocureurs qui sont là. Mais aussi, nous allons veiller à ce que les canalisations soient beaucoup plus... Et puis, les entreprises qui sont là aussi nous viennent en aide. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas parlé du problème qui est au niveau de Koboda. Nous avons construit une nouvelle route qui malheureusement, dans les prévisions que nous avons faites, ne devait pas continuer. Et donc, au bout de cette route-là, juste après le dispensaire de Koboda, pour ceux qui connaissent la zone, il y a de gros problèmes d'inondation. Je me suis rendu moi-même là-bas, donc avec l'entreprise CSE, nous allons aussi entreprendre des travaux là-bas pour essayer de soulager les populations. Donc nous allons faire ce que nous pouvons. Et nous sommes là. Là où il y aura des problèmes, des difficultés, nous essaierons d'intervenir en amenant aussi des solutions, même si c'est des solutions qui sont ponctuelles. Alors, le problème des inondations à Ziguinchor, c'est, vous l'avez dit tantôt, souvent que les populations habitent dans les bas-fonds. Et dans la distribution des terres, des autorisations, des permis de construire et tout, est-ce qu'il n'est pas temps de devoir mettre en place un plan ou une équipe qui pourrait quand même vérifier et approuver s'il est autorisé de construire dans un lieu A ou B? Oui, je pense que bien ça, c'est réglé dans le code de l'urbanisme. Et puis, comment se fait-il que les gens... dans le plan... C'est vrai qu'il y a beaucoup de massas, il y en a qui habitent aussi, qui n'ont pas d'autorisation. Tout ça, c'est là. Dès que vous allez les toucher, c'est vous-même qui vous levez pour faire des marches en disant qu'on est en train de casser telle maison, à payer une monnaie de Goussi. Alors que les gens ont habité dans des zones qui sont... Il y en a d'autres qui habitent dans des zones qui ne sont pas lotis. Ils sont venus habiter, ils n'ont même pas d'autorisation, aucun papier. Donc ils sont victimes de leurs propres actes. Mais absolument. Il y a plein de gens qui ont été déguerpis, à qui on a donné d'autres terrains pour aller construire ailleurs, mais qui continuent à rester. Dès que vous le touchez, ce sont les voisins qui se lèvent. Vous dites que non, il y a le monnaie, alors que quand la pluie vient, c'est elles les premières victimes. Donc c'est elles les premières victimes. Donc je pense que de façon générale, il faut qu'on revienne à la vigueur, qu'on applique de façon... avec beaucoup de vigueur et sans complaisance le code de l'urbanisme. Bon, c'est vrai que les autorisations de construire, ça ne dépend pas des maires seulement parce que ça fait tout le circuit des services administratifs avant de venir au maire. Par conséquent, je pense qu'il faut beaucoup plus de rigueur et que le plan directeur d'urbanisme de notre commune aussi puisse être respecté. Même s'il est vieux, on a demandé plusieurs fois à ce que ce plan soit rénové. Donc cela ne dépend pas, ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence du ministère de l'Urbanisme. Mais je pense que ce sont des choses qu'il faut faire le plus rapidement. C'est ça qui nous permettrait
c'est heureux qu'on ait créé une agence dans ce sens-là de la restructuration des zones urbaines. C'est ce qui nous permettra de restructurer des quartiers comme les Madeurs. Vous partez où il y a une habitation spontanée, les gens habitent les uns les autres, quand il pleut, aucune voiture ne peut y passer. Donc nous sommes conscients de ces difficultés, mais ce sont des interventions que nous ne pourrons pas faire en tant que maire parce que ça dépasse nos capacités. Et donc cette agence de la restructuration des zones urbaines, j'ai posé même moi-même le débat au niveau de l'Assemblée nationale pour que très rapidement cette agence puisse intervenir pour nous aider à restructurer NEMA. Parce que d'abord les études et la construction de VRD aller au-delà de 1 milliard. Le budget de la mairie par an dépasse par 1 milliard et quelques. Donc par conséquent, il faut de l'aide. Et cela doit aussi nous permettre de restructurer Diabir. Aujourd'hui, Diabir est en train d'exploser. Il y a beaucoup de personnes qui y vont. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les populations de Diabir pour faire le lotissement de Diabir dans les mois qui viennent. Voilà, actu Corona, nous avons remarqué qu'il y a une augmentation des cas dans la région. Dans la ville, oui. Dans la région, oui. C'est vrai, c'est une inquiétude. Nous avions pu, c'est vrai, juguler un peu le problème. Au début, il y a eu beaucoup d'actions qui étaient menées, des sensibilisations. Nous avons fait de la prophylaxie en saupoudrant les quartiers, les lieux publics et beaucoup d'autres espaces qui sont fréquentés par le nombreux public. Ensuite, nous avons distribué des masques, nous avons distribué des lave-mains, des gels. Donc tout ce qui devait être fait en termes de prévention, je pense que nous l'avons fait. Et nous avions quand même eu de bons résultats, parce qu'on était parti à un certain moment, on n'avait plus de cas. En dehors des 2 personnes qui étaient venues de Sédhiou et qui étaient là, et qui refusaient de guérir, mais finalement qui sont guéris. Et en temps, il y a eu l'assouplissement des mesures, et donc les gens sont venus d'ailleurs. Il y a eu la rentrée, il faut le dire, cette rentrée avortée des classes aussi, où les cas de corona sont revenus. Et donc depuis lors, il y a une explosion. Aujourd'hui, nous avons 36 quartiers, 30 parmi ces 36 quartiers sont touchés. Et donc il y a des quartiers où le cluster, ils sont des gros clusters, et dans lesquels il y a un développement de la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la commune de Ziguinchor, parce que dans le département de Ziguinchor, on est après à 272 cas de coronavirus avec 13 morts. Mais si vous prenez ces 272, pratiquement les 270 sont de la commune. Parce que si vous regardez le tableau, la cartographie qui est donnée par le médecin-chef du district, les seuls villages qui ont été touchés, c'est un peu Djibélor, il y avait un cas, et puis Cantenne, un cas. Mais sinon, tout le reste, ce sont les quartiers de Ziguinchor, avec des quartiers qui sont à plus de 30. Je pense que ce n'est pas un secret, les quartiers de Boucotoise qui ont été touchés. Après, c'est mon quartier, le quartier d'Escale, qui a 22. Ensuite, celui de Lignane et puis tous les autres quartiers. De façon générale, tout le monde est touché. Sauf quelques-uns des quartiers, il y en a encore 6 qui ne sont pas vraiment touchés. Mais je pense qu'il y a la nécessité de redoubler d'efforts. Nous sommes un cas spécifique dans le monde entier, j'allais dire, parce que c'est la seule ville où le nombre de cas communautaires est supérieur au nombre de cas contacts. Aujourd'hui, hier, les statistiques que j'avais, on avait 141 cas communautaires déjà sur les 270. Il faut aussi noter qu'il y avait 9 cas importés, donc qui nous venaient de la Guinée-Bissau voisine. Et puis un cas qui venait aussi de France. Hein. Donc le premier cas qui est venu ici, c'était quelqu'un qui avait voyagé par la route et qui était venu de France. Hein. Mais donc en dehors de ça, tout le reste, c'est des cas contacts qui sont, c'est vrai, bien ciblés, qui sont suivis par les services de la santé, mais aussi de façon générale, beaucoup ne savent pas qui les a contaminés. C'est ce qui fait que nous avons plus de cas communautaires que de cas contacts à Ziguinchor. Est-ce que la gestion dans cette pandémie au Sénégal, votre appréciation, d'aucuns disent que la levée des mesures de restriction est un péché que l'État du Sénégal a commis? Vous rebondissez sur ces mêmes pas, monsieur le maire? Oui, mais vous savez, il fallait prendre une décision. Quand on gouverne, il faut toujours prendre... Quelquefois, on est dans un dilemme. Et quand on gouverne, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres. C'est vrai que on avait plus ou moins confiné les gens, on avait mis beaucoup de mesures de restriction. Mais vous savez que nous sommes dans un monde qui est globalisé.
Et que c'est vrai, la santé ne peut pas aussi déterminer tout le reste. Après, il y a l'économie et le reste. Donc l'État a jugé que si on continue à confiner les gens, à restreindre les mouvements, peut-être que nous allons encore être beaucoup plus touchés parce que la famine allait s'installer et beaucoup d'autres phénomènes qui sont peut-être aussi pernicieux que le coronavirus allaient s'installer. Donc je pense qu'il était nécessaire et normal de prendre à un certain temps une décision. Et c'est bon, chaque fois qu'on prend une décision, il y a le pour et le contre. Hein. Donc il y a, mais maintenant, quand on est gouvernant, il faut savoir prendre les décisions et les assumer. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il fallait laisser libérer les gens et laisser le virus circuler. Malheureusement, il est en train de beaucoup circuler. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de faire face. Malheureusement, parce que nous allons revenir sur un petit point. Les femmes du Bois Sacré avaient prédit la fin du coronavirus à Ziguinchor. Oui, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas parmi ceux-là qui ont cautionné cette manifestation. Ah non, non, non. Vous savez que nous sommes dans un pays de liberté de culte. Donc chacun fait ce qu'il a. Mais de façon générale, je pense que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cru que ça allait en fait, que ça allait prendre fin. Beaucoup de jeunes qui étaient dans les quartiers, on me dit non, mais il a fait bien là. Donc il y a eu, c'est vrai, voilà, on Bois Sacré. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce problème, mais je pense qu'il faut analyser tout ça et puis faire de telle sorte que les discours des religieux, parce qu'il y a aussi des imams qui sont dans le déni, hein, qui sont dans le déni. Nous, on a rencontré les imams, il y a au moins une trentaine qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Oui, bien entendu. Et le jour quand on était en réunion, il y a un jeune qui est un grand responsable du mouvement régional des jeunes. Je peux le nommer, c'est Dambey. Il me disait qu'il a prié dans une mosquée où l'imam pensait que ça n'existait pas. Ces propos ont été corroborés par le représentant des imams qui a dit que c'est vrai qu'ils sont en train de faire un travail qui va leur permettre de faire comprendre à ces gens-là que le corona est bien là. Et donc, de façon générale, nos croyances, il faut que les uns et les autres sachent que cette maladie est une maladie pernicieuse qui allait partout, dans nos lieux de grande croyance. Je pense que cette année, il n'y a pas eu de pèlerinage. Ils sont seuls 10 000 personnes, alors qu'il y avait des millions de pèlerins. 10 000 personnes ont été autorisées à faire le pèlerinage. À Rome, à Jérusalem ou ailleurs, les lieux de culte sont fermés. Notre-Dame de Lourdes, je pense, depuis sa création, c'est la première fois que ça a été fermé. Donc, de façon générale, dans les lieux de grande croyance, je pense ici, nous avons des croyances, en fait, des religions révélées, et que dans ces religions révélées, les lieux les plus symboliques de ces religions révélées ont été touchés. Bon, entre nous, il y a, à côté, il y a ce qu'on appelle les religions traditionnelles, où chacun a ses croyances. Mais il faut savoir que cette maladie est très pernicieuse, et quelque part, il y a des gens qui disent que c'est une malédiction de Dieu. Et quand si Dieu fait descendre une malédiction sur terre, c'est difficile que les prières puissent faire de telle sorte que cette maladie ne prospère pas. On peut donc dire que ces femmes du Bois Sacré ont une part de responsabilité dans ce relâchement que l'on note à Ziguinchor particulièrement. Je n'irai pas jusqu'à bon, mais l'un dans l'autre, chacun peut constater ce qu'il veut. D'accord. Et voilà, la dernière question est la suivante. La communication autour de la maladie, votre appréciation? Mais moi, je pense que vous m'avez entendu, j'avais élevé la voix pour dire que d'abord, il y a trop d'omerta autour de la communication. C'est pour ça que les gens pensent que la maladie, il y en a certains qui pensent qu'elle est finie, d'autres, une minorité qui pense qu'elle n'existe pas. Parce que quand on dit qu'il y a tant de morts, on ne sait pas, ces personnes-là, ces personnes mortes, elles viennent d'où? On dit qu'il y a tant de cas de guérison. Moi, par exemple, il y a un responsable de quartier, j'ai dit dans son quartier il y a plus de 30. Il me dit non, on une carrière, on a trouvé nulle part quelqu'un qui est malade. Alors qu'il y a tant de cas. Donc il faudrait qu'on puisse dire aux gens, c'est vrai qu'au niveau national, on ne peut pas tout de suite dire que dans tel ou tel autre quartier, il y a des malades. Mais je pense qu'au départ, quand il y a eu des malades à Lignane, tout le monde disait que le malade est à Lignane. Donc, il y en a beaucoup qui avaient des besoins à Lignane et qui n'y allaient pas. Après, on nous a dit que c'est Gambie, c'était pareil. Mais maintenant, on ne sait pas. Son voisin peut être atteint de coronavirus, il ne peut même pas le savoir. Il y a des quartiers ici, si je vous cite les quartiers qui sont dotés, mais il y a le Boucotte-Ouest, c'est un cluster.
Le quartier Escale, dans lequel moi j'habite, c'est le deuxième cluster. Ils sont à plus de 22 qui sont contents. Ensuite, il y a le quartier de Lignane, les quartiers de Kenya, celui de Diabé, de Goumel, de Corinthas, de Kanyana, de Nema, HLM Nema, de Bukot Centre, de Nema Kadior, de Bukot Signan, de Grand Dakar, de Périssac, de Saint-Thiaba. Saint-Thiaba, ils sont à 7 cas. Donc, tous les autres, ils sont aussi vos quartiers. Les autres que j'ai cités là, ils sont entre 12 et 9. Ensuite, vous avez les quartiers de Nema 2 qui a 6, le quartier de Kandé qui a 4, le quartier de Nema qui a 4, le quartier de Soukupapa a 4, le quartier de Djibok il est à 3, le Tilène il y a aussi 3, le Château de 2, Koloban 1, Koloban 2, Djibelor, bon ça c'est de l'autre côté, après il y a Djilingo il y en a un, Grand Yoff il y en a un, et puis il y a Niefoulen qui a un, et alors, bon, c'est tous les quartiers qui sont pratiquement tous concernés. Tout ça, on note un relâchement dans le parce respect des mesures barrières. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, monsieur le maire, pour faire revenir les uns et les autres? Mais il faut leur dire que tel voisin a le corona pour que les gens puissent avoir peur. Si j'ai corona, dire qu'en ce moment là, ça va être. Mais il y a, par exemple, moi j'ai écouté mon ancien collègue Maître Amadou Sall qui avait le corona et qui disait que quand il partait, quand les ambulances sont venues le chercher, il y a un de ces gardiens qui disait que monsieur le ministre, ni dernier corona amul, il dit moi des corona amul, ni des hôpital. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que cette maladie n'existe pas. Je pense qu'il faut d'abord, par la peur, c'est vrai qu'il ne faut pas faire paniquer les gens. Ouais, il y a le problème de stigmatisation, les gens ont peur de ça aussi. Mais il faut aussi changer la communication pour faire comprendre aux gens que la maladie est là. Il faut faire. J'ai bien aimé un post de quelqu'un qui était en VA et qui disait que lui, s'il va sans respecter les mesures barrières, parce que compte tenu de son âge, parce que si on voit ceux qui sont morts, les plus morts, c'est les plus de 60 ans, qui sont malheureusement, qui meurent beaucoup plus que les autres, il disait que s'il ne respecte pas les mesures barrières, il est irresponsable. C'est-à-dire, mais pour les jeunes, s'ils ne les respectent pas, ils sont des criminels. Parce que pour lui, ces jeunes-là sont généralement pas victimes, c'est-à-dire même s'ils ont la maladie, ils sont souvent asymptomatiques, ou alors ne meurent pas. Mais ceux qui meurent le plus, c'est les gens de plus de 60 ans. Donc c'est là, si on les expose, parce qu'on est parti dans un milieu qui est dangereux, dans un milieu qui est susceptible, où on est susceptible de choper le virus et de le ramener chez lui, mais vous tuez vos parents et vous mettez en danger toute votre famille. Donc c'est une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective. On a suivi une opération hier de répression de ceux qui ne respectaient pas le port de masque. Vous encouragez cette opération? Certainement, vous aimeriez que ça soit beaucoup plus dur, certainement. Ah oui, mais même les jeunes eux-mêmes. Moi, j'ai entendu Talibé Diallo qui disait qu'il faut qu'il y ait la répression. C'est vrai qu'il faut qu'à côté de la sensibilisation, il faut qu'il y ait de la répression. Il ne faut pas que la minorité des gens qui ne respectent pas les mesures qu'on a dites et que cette minorité puisse mettre en danger la grande majorité des personnes qui sont conscientes. Il ne faut pas que par leur irresponsabilité qu'on pénalise ceux qui respectent les mesures barrières. Donc par conséquent, il faut les deux. Il faut sensibiliser, mais aussi il faut réprimer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette politique. Voilà, monsieur le maire, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans GMS ce matin, notre magazine quotidien. Par contre, j'ai une doléance à vous faire. Allez-y. Si vous faites des reportages sur les domaines qui concernent la mairie, je pense que professionnellement, il est beaucoup plus indiqué de venir aussi avoir la voix de la mairie. Je sais que vous voulez avoir beaucoup de vues sur YouTube. Non, loin de là, monsieur le maire. Mais c'est important aussi de prendre notre avis et de faire parler aussi bien les populations, mais aussi l'avis des autorités de la mairie. Nous, on est tout à fait ouverts à tout le monde. D'accord. On s'est rattrapé, mais il fallait aussi donner la parole aux populations, vu la situation dans laquelle cette population était. Mais en tout cas, mais à culpa, en tout cas, voilà. Et merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci Ousmane da Silva. Merci Eva, merci monsieur le maire et merci au staff. Voilà, au staff. À toute l'équipe technique et rédactionnelle, à vous chers auditeurs, chers internautes, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Mais ce matin, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous lundi de 7h à 9h dans GMS ce matin, mais les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Au revoir, merci à la régie.
Subatel bu ànd ak cawarte ñu jox la xibaar yu wóor te mat te wóor ak li war a xew ci bésu tey nga daal bégee bul dem feneen déglu